Bonjour. Je vais commencer par rappeler les notions vues la dernière fois. Donc, il s'agit de sous-arc et arc régulier. Donc, sous-arc, on a dit que si vous avez, en considérant gamma un arc qui est géométrique de classe CK, alors il est défini par une paramétrisation euh, F définie de I à valeur dans Rn. Alors, c'est toute restriction de F un sous-intervalle G avec G inclus dans I est considéré comme une paramétrisation d'un arc qu'on peut appeler gamma. On peut la considérer, on peut spécifier ça par une restriction de gamma à G qui s'appelle un sous-arc de G. Sous-arc de gamma, le grand gamma. Alors, on a parlé aussi des points réguliers. On a dit que les points réguliers sont comment? Alors, M est considéré comme un point régulier, un point régulier, si seulement si. Donc, pour tout T appartient, pas pour tous, c'est un point régulier, ça veut dire qu'on ne peut pas. Donc, c'est en particulier f de t, f' de t est différent de 0 de Rn. Avec bien sûr f' de t, c'est f1' de t, f de prime de t, ainsi de suite. Alors ce point-là, il est soit point régulier, soit point ordinaire. Point ordinaire. Dans le cas contraire, on dit que le point, c'est-à-dire si m, c'est f de t, ne satisfait pas cette condition, ça veut dire que m représente un point qui est stationnaire. Donc, un point stationnaire, M est un point stationnaire si, seulement si f' de t est égal à un certain 0 de Rn. Alors, un arc régulier, il dit un arc régulier, c'est pour toutes ces points M représentés par f de t, ce sont des points réguliers. Alors, on a dit aussi que tout arc régulier admet deux orientations distinctes, et on a montré ça, distinctes. C'est- Ce sont juste des rappels. Voilà. On a parlé aussi de l'arc défini par une paramétrisation cartésienne. Et on a dit qu'une paramétrisation cartésienne, c'est une paramétrisation qui est définie comme suit. Alors, on a dit, on en a parlé dans les séances précédemment. Donc, bon, les paramétrisations cartésiennes, c'est une paramétrisation qui est définie par l'existence d'un certain i, que fi de t, parmi la im coordonnée, la im fonction coordonnée de f, elle est exactement égale à t. Ça veut dire elle coïncide avec une identité, une fonction identité. Et pour le résultat que nous avons traité la dernière fois, c'était tout arc de classe CK, arc de classe CK, et admettant une paramétrisation cartésienne et simple et régulier. On a dit que tout arc de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, donc admettons une paramétrisation
cartésienne est simple et régulier. Et on a montré aussi ce résultat. Comme deuxième résultat, donc il s'agit d'un ce résultat de un autre résultat. Je ne sais pas quel est le numéro de combien, donc un autre résultat. Alors on a dit que si vous avez un gamma, un arc, représente un arc, il est de classe C, bien sûr, avec k supérieur ou égal à 1, défini par une paramétrisation f définie de i à valeur dans Rn. Et on a dit que un point de zéro particulier appartient à i avec f' de t0, elle est différente de zéro. Ça veut dire que f' de t0 est différent de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce point-là, donc, qui est défini par m est égal à f de t0, est un point régulier. Alors, on a quoi? Il existe un intervalle G avec 0 appartient à G contenant G0 et que le sous-arc gamma 1 est défini. On peut, c'est juste de façon significative pour dire que c'est un sous-arc de gamma de F à I inter G est un arc, ce gamma 1 est simple et régulier. Alors, dans la démonstration, on a essayé de trouver une paramétrisation cartésienne, alors qui permet de paramétrer ce sous-arc-là. Alors, d'après le résultat précédemment cité, donc un arc qui est cartésien, qui est défini par une paramétrisation cartésienne, il est simple et régulier. Alors, on a parlé aussi comme corollaire, on a trouvé que tout arc régulier peut être considéré comme la réunion d'arcs simples réguliers, définis par des paramétrisations cartésiennes dont l'étude est élémentaire. Donc, en se basant sur ce résultat, ce dernier résultat, parce que on a dit qu'un arc régulier, ça veut dire que tous ces points sont des points réguliers. Donc, en chaque point, euh, on peut quand même définir un certain gamma 1, un sous-arc. On peut définir un certain G, on peut trouver un certain G qui contient ce point et puis le sous-arc défini par la restriction de la paramétrisation F au sous-intervalle G. Donc, voilà, est un arc qui est simple et régulier. Donc, on a parlé aussi du plongement. Plongement, donc, on a dit qu'un plongement, c'est quoi? C'est une fonction f de i à valeur dans Rn de classe CK, bien sûr, avec k est supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'il est au moins de classe C1. Il est dit plongement, quand est-ce? C'est f est injective. Deuxièmement, CF est régulier, ça veut dire pour tout t appartient à I, nous avons f' de t différent de 0. Troisième élément, donc il s'agit que f bar, qui est l'application définie de I à valeur dans FI, est un homéomorphisme. Homéomorphisme, ça veut dire c'est une bijection avec f est continue et sa fonction réciproque elle est aussi continue. Homéomorphisme. Voilà, donc on a étudié d'autres caractérisations de certains arcs par leur support. On a dit que si vous avez donc un résultat, un troisième point, euh, nous avons f, i à valeur dans Rn et nous avons aussi G qui est défini de G à valeur dans Rn. Alors, ils sont tous les deux de plongement. De classe CK.
Alors, on dit que F et G définissent, F et G définissent le même arc géométrique, le même arc, si seulement si, ils ont la même émaille, c'est-à-dire support de F est égal à support de G. On a démontré aussi ce résultat. On a aussi parlé de l'étude affine des arcs plans. En particulier, on a parlé donc c'était étude affine des arcs plans. En simple. On a distingué entre deux cas, donc cas d'un point régulier. Dans ce cas, il y avait la droite TA, F de A qui est définie par F de A, R, F' de A, qui représente la tangente. Et dans le deuxième cas, on a généralisé les résultats B. Donc, cas général, maintenant, le dt, donc ça veut dire la tangente, donc est représenté par f de A plus R, f de A, f de t. Et maintenant, le vecteur directeur, c'est ce vecteur-là de la tangente, sauf que nous avons le vecteur directeur est là pour l'équation suivante, mais le vecteur tangent, on vient. Donc, c'est le vecteur suivant, f de A. La droite tangente, c'est la droite qui est définie par cette équation. Et on a discuté des cas de figure. Donc, c'est M, sachant que M représente quoi? C'est la dérivée, la première dérivée qu'on rencontre, non nulle, au point A. Et par contre, donc, c'est celle-là qui représente la tangente. Par contre, on a défini aussi, on a étudié les choses par rapport à un certain R qui représente la plus petite valeur de I, là où Fm de A et Fi de A soient libres, constituent un système qui est libre. Et d'après la discussion, on a trouvé que vous avez quatre cas de figure, quatre types de points, donc quatre types de points. Il y a soit disposition ordinaire, ou bien disposition d'inflexion, ou bien regroupement de première espèce, aussi rebroussement de deuxième espèce. De deuxième espèce. Dans ce cas, je vais vous montrer quand même une figure qui permet de résumer un petit peu ce type de points. Alors, ce type de points, ils sont précisés selon la parité de M et de R. Alors, regardez en fait le schéma. Voilà, donc vous voyez le schéma. Vous arrivez à voir le schéma. Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que le schéma Oui, est partagé, est bien partagé? oui, madame. D'accord. Donc ici, vous avez un regroupement de première espèce. Ça veut dire que quoi un regroupement de première espèce? Ça veut dire que M est pair et R est pair.
M, je répète encore une fois, donc M représente la première dérivée, donc l'ordre de la de la première dérivée rencontrée non nulle en point 1. Et le R, c'est la valeur de la dérivée, ou bien l'ordre de la dérivée qui permet d'avoir un système libre avec f de m. Alors, premier espèce, ça veut dire que M est pair et R est impair. Deuxième rebroussement de deuxième espèce, ça veut dire M est pair et aussi R est pair. L'inflexion, ça veut dire que vous avez M impair, mais R elle est impair. Et aussi R impair. Mais pour le dernier point ordinaire, ça veut dire que vous avez M qui est impair et R est pair. D'accord? Alors maintenant, on va voir un exemple. Donc, on s'est arrêté la dernière fois dans cette partie-là. Donc, on va maintenant voir un exemple qui permet de vous parler un petit peu de ce type c'est ce type de point. Voilà. Donc, exemple. Alors, soit la courbe gamma définie sur R carré par x de t est égal sinus de t plus at au carré. Nous avons y de t est égal sinus de t plus t. Alors, la première chose à faire, c'est de faire un petit développement limité de ces deux fonctions. Donc, je vais commencer par x de t. Je vais effectuer le développement limité jusqu'à l'ordre 4. Nous avons c'est x de t est égal à 1 plus moins 1 plus 2a, t carré sur 2 plus la puissance 4 sur 4 factoriel plus un petit taux de t4. De pareil pour yt, je fais la même chose. Donc, vous avez 2t moins t à la puissance 3 sur 3 factoriel plus un petit t, taux de t. On va utiliser maintenant l'écriture vectorielle. On obtient la chose suivante. Donc, en utilisant l'écriture vectorielle, on obtient x de t, ici y de t. Donc, c'est égal à 0 plus 0,2 appliqué à t plus moins 1 plus 2a, 0 appliqué à t carré sur 2 plus 0 moins 1 appliqué à t3 sur 3 factoriel plus 1, 0 t à la puissance 4 sur 4 factoriel
plus un certain taux de t à la puissance 4. Maintenant, pour trouver la tangente au point de paramètre t est égal 0, ça veut dire au point t est égal 0, euh, on va avoir une discussion. Parce qu'on va tout d'abord déterminer le m. Le m, c'est la première dérivée donc, qui est non nulle. Et à votre avis, c'est quoi, c'est laquelle? Donc, le vecteur directeur dans ce cas-là, c'est f' de t parce que vous avez un certain f' qui est différent de 0 de R2. Donc, M est égal à 1 dans ce cas. D'accord? Et maintenant, pour trouver le R, on a dit que le R, c'est la première dérivée rencontrée qui fait un système libre avec le F', avec le F de M, de façon générale. Mais nous, maintenant, on va directement parler de F'. Ça veut dire que je vais aller chercher quelle est la fonction ici, quelle est la dérivée ici qui permet de construire un système libre avec le f'. Si je prends le F3, donc il y a une condition que ce soit 3, la dérivée d'ordre 3 de f doit être aussi différente de 0. Donc, vous avez des cas, des valeurs à discuter de 1. Donc, si a est différent de 0, de 1 demi, on a donc notre R, c'est égal, ça coïncide avec 3. Avec 2, pardon, c'est la deuxième dérivée, avec 2. Mais dans le cas contraire, donc on va prendre R est égal à 3. D'accord? Donc, je répète encore une fois. Donc, pour déterminer le type ou bien la nature du point, du point de coordonnées le paramètre t est égal 0, ou bien la tangente à gamma au point t est égal 0, pour la déterminer, on doit étudier les éléments suivants. Donc, tout d'abord, on détermine le m. Le m, c'est la dérivée, l'ordre de la dérivée, donc qui est la première dérivée qui est non nulle, la plus petite. C'est pour cela que je dis la première, ça veut dire la première dérivée rencontrée qui est non nulle, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, nous avons un 0 représente quoi? Alors, le 1,0, c'est f de t, de f de 0. Le 0,2, c'est f' de 0. Ici, moins 1 plus 2a, c'est f seconde plus 2a, donc 0, c'est 2f seconde de 0, ainsi de suite. Maintenant, la première dérivée qui est non nulle, c'est f' de 0. Donc, elle est représentée par 0,2. Donc, on peut choisir ça comme vecteur directeur. Mais maintenant, pour moi, pour trouver le R, qui est la plus petite valeur de l'ordre de la dérivée qui permet d'obtenir en fait un système libre avec f'. Alors, R est égal à 2. Si moins 1 plus 2a, elle est différente de 0, ça veut dire que cette valeur est différente de 0. Alors, dans le cas contraire, on prend R est égal à 3. Voilà, donc, et par conséquent, on a les résultats suivants. Donc, la tangente A gamma au point de paramètre t égale 0 a pour vecteur directeur 0, 2. Il est donc vertical. Et on discute les différents cas de A. Nous avons, si A est différent de 0, on a M est égal déjà à 1 et R est égal à 2. Si A est égal à 1 demi, on a
M est égal à 1 et R est égal à 4. Alors, on remarque ici que dans les deux cas, nous avons M qui est impair, mais R elle est paire. Donc, ceci représente un point qui est dit un point ordinaire, d'après les descriptions, ou bien d'après les discussions, la discussion précédemment citée. Alors, dans les deux cas, nous avons un point ordinaire. Le point 1, 0, ça veut dire le point f qui a un paramètre f de 0 est ordinaire. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a étudié, pour les courbes, on a étudié tout ce qui est en relation avec la géométrie, ça veut dire les valeurs, la tangente, les caractéristiques géométriques de la chose. Mais maintenant, on va citer quelques propriétés qui sont métriques. Ça veut dire quoi, des propriétés métriques? Ça veut dire que ce sont des invariants géométriques, ça veut dire des invariants qui caractérisent les courbes en particulier, et qui permet quand même d'avoir une idée sur les courbes et sur leur paramétrisation et qui sont indépendants de la paramétrisation choisie. C'est pour cela on les appelle des invariants géométriques. Voilà, donc l'idée c'est de traiter en une troisième section de ce chapitre qui s'appelle propriété métrique des arcs. Donc, je passe si vous avez terminé. Alors, j'ai deux, trois propriétés métriques. Propriétés métriques des arcs. Donc, 2, 3, 1. Longueur d'une courbe. Je commence par la première propriété métrique, c'est la longueur d'une courbe. Ou bien ce qu'on appelait abscisse curviligne. Donc, c'est une autre notion, c'est une longueur d'une courbe, mais elle a des particularités. Abscisse curviligne. On peut même avoir des paramétrisations, de reparamétrisation avec un changement, un paramètre ou bien une nouvelle variable qui s'appelle l'abscisse curviligne. Curviligne. Voilà. En utilisant la distance euclidienne entre deux points, on désire obtenir une relation permettant de calculer la longueur d'un arc. Pour cela, on utilise l'approximation de l'arc par des lignes polygonales. Donc, comme je vais écrire, en utilisant la distance euclidienne entre deux points, on désire obtenir une relation
permettant de calculer la longueur d'un arc. Pour cela, on utilise l'approximation de l'arc par les lignes polygonales. Ça veut dire je dois faire une subdivision de l'intervalle I pour permettre d'avoir des distances qui sont euclidiennes entre deux, pour pouvoir fixer deux points avec une distance qui est euclidienne, qui permet d'approcher, d'avoir une approximation de l'arc par les lignes polygonales, ça veut dire par des segments qui sont tracés qui sont délimités par les points euh, donnés par la subdivision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Regarde, donc soit gamma, un arc de Rn, défini par une paramétrisation continue, et on considère donc paramétrisation continue f définie de AB à valeur dans Rn. Et soit la subdivision suivante. Donc, on va avoir une subdivision de l'intervalle I sigma qui est égal T0 jusqu'à Tp avec bien évidemment, donc sigma, donc je vais préciser que T0 est égal à A, Tp est égal à AB. Alors, ceci, c'est une subdivision de AB et on va considérer la ligne polygonale suivante. Considérons T est égal f de T0, f T1, f Tp, formés par les segments suivants, les segments FTK, FTK plus 1, avec K égale 0, P moins 1. Alors, je vais vous montrer la subdivision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut
voir en fait la subdivision sur ce schéma-là. Donc, je peux subdiviser l'intervalle de telle sorte à avoir des points qui sont distingués sur la courbe et je vais faire une approximation en traçant ces segments-là définis par f de tk. Donc, dans les bords sont f de tk, ftk plus 1 avec k varié de 0 jusqu'à p moins 1. Voilà ce qu'on peut en fait faire dans cette partie-là. Donc, je reviens au cours. On a la subdivision. Maintenant, on veut déterminer la longueur d'un polygone qui est formé par ces longueurs de segments. Ça veut dire à chaque fois, c'est la longueur du polygone, donc représentée par la somme. Donc, je vais faire revenir en fait avec le schéma. Regardez. Donc, nous avons ici ce polygone et on souhaite en fait avoir la longueur de la fonction polygonale, de la ligne polygonale tracée en totalité. Ça veut dire je dois calculer l'assiette distance, plus cette distance, plus la troisième, plus la quatrième pour avoir la longueur de la ligne polygonale. Donc, il s'agit de calculer la norme de ftk plus 1 moins ftk plus la norme de FTK, pardon, donc FTK plus 1 moins FTK, donc avec K varié entre 0 et P moins 1. La somme de ces valeurs-là. Voilà, donc je vais revenir à notre cours. Donc la longueur d'un polygone est formée par la somme des longueurs des segments. La longueur d'un polygone est formée par la somme des longueurs des segments LT égale la somme de k égale 0 jusqu'à p moins 1 de f tk plus 1 moins f tk. Alors maintenant, je dois faire quoi? Alors, je vais poser une distance, donc la distance dk, qui est calculée par tk plus 1 moins tk. Je vais faire diviser cette valeur par dk et je la multiplie aussi par dk pour faire sortir une autre propriété qu'on va voir tout de suite. Donc, en pesant, en pesant tk plus 1 moins tk est égal dk, on obtient LP qui est égal la somme de k égale 0, p moins 1, f de tk plus 1 moins f de tk
moins f de tk, donc divisé par tk et multiplié par un certain tk. Vous aurez quoi? Donc, en faisant tendre ce tk vers zéro, donc on obtient une approximation donc, qui approche mieux notre arc de la courbe. Donc, ça veut dire qu'on peut passer à l'intégrale en faisant tendre max tk vers zéro, autrement dit, en laissant P devenir très grand, on obtient une ligne polygonale polygonale approchant mieux l'arc de la courbe. Tout simplement, on peut passer, donc après cette description, donc on peut passer à l'intégrale euh, et on doit avoir par la suite l'intégrale de A à B de la norme, donc ftk plus 1 moins ftk sur dk lorsqu'on fait tendre tk, dk vers zéro, ça veut dire tk plus 1 vers tk, c'est-à-dire on peut avoir une dérivée de prime t au point par rapport à dt bien sûr. Donc voilà, c'est l'objet de la définition suivante. Donc, soit gamma un arc géométrique défini par une paramétrisation f définie de a b à valeur dans Rn, donc la ck avec k supérieur ou égal à 1, on appelle longueur de l'arc gamma le nombre défini par L gamma qui est égal à l'intégrale de AB f' de t dt. Donc, ceci nous conduit à la définition suivante. Ceci nous conduit à la définition suivante. Définition, soit gamma un arc géométrique défini par une paramétrisation définie par une paramétrisation f définie de AB à valeur dans Rn de classe C au moins C1, on appelle longueur de l'arc gamma, le nombre, c'est bon, le nombre
défini par L gamma est égal l'intégrale de AB f' de t dt. Tiens, on va traiter quelques exemples. Donc, je vais commencer par l'exemple de, si vous vous rappelez, l'exemple de la paramétrisation d'un segment ou bien d'une droite qui passe par les deux points PQ. Donc, on peut calculer sa longueur d'arc comme suit. Donc, vous avez exemple. Donc, soit les points P et les points Q, et le segment de droite, le segment de droite PQ, PQ. Alors, la paramétrisation de cette courbe est donnée par CT est égal P plus T Q moins P. D'où la dérivée, ça veut dire donc pour calculer la longueur de l'arc, donc j'ai besoin de la dérivée de C de T. Donc C prime de T, c'est quoi? C prime de T, donc elle est égale à Q moins P, tout simplement. Et je dois calculer la norme, donc j'obtiens vers la fin, donc la longueur d'axe sera calculée de la façon suivante. Donc LC, c'est l'intégrale de 0,1 de la norme de C prime de T, donc je rappelle la, voilà, la formule dt. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De la norme de C'. La norme, ça veut dire c'est la valeur absolue de ça. Donc, c'est égal, c'est pas la valeur absolue, puis la norme, la distance. Q moins P, Q moins P. Voilà. C'est aussi pour les courbes, on a donné comme exemple la longueur d'arc de cercle, un cercle. Donc, on a étudié déjà la paramétrisation d'un cercle. Donc, je vais essayer quand même aussi de calculer la longueur d'arc d'un cercle. Donc, deuxième exemple.
Deuxième exemple pardon, deuxième exemple, il y a juste deux. Donc deux. Longueur de l'arc de cercle. Donc, on va considérer dans R2, le cercle de centre P est égal à P1, P2 et de rayon R défini par la paramétrisation qu'on a cité précédemment, c'est la paramétrisation suivante. Donc, on considère dans R2 le cercle de centre P défini par les coordonnées P1, P2 et de rayon R défini par la paramétrisation suivante, défini par la paramétrisation suivante. C de T est égal P1 plus R cos T, P2 plus R sinus T, avec T appartient à alpha plus θ. Donc, dans un premier temps, je dois calculer la dérivée, donc il sera moins R sin T et R sin T. On a C' de T est égal moins R sinus de T, R cosinus T. Et on calcule en fait la longueur d'arc par comme suit. Donc, vous avez LC. Je dois calculer donc, l'intervalle, c'est de alpha à valeur donc jusqu'à alpha plus θ. Et je calcule la dérivée ou bien la norme de la dérivée de C par rapport à T, dt. Donc, la dérivée de C' T, c'est R carré sinus T, R cosinus T au carré. Donc, ça fait, en racine carrée, ça donne l'intégrale de alpha plus θ, R dt, qui est égal à R θ. Alors, comme vous voyez ici, donc, alors LC, c'est la longueur d'arc. Alors, il est dit un invariant géométrique parce que tout simplement, il est indépendant de la paramétrisation choisie. Ça veut dire quoi? Alors, on a vu deux paramétrisations différentes d'un cercle. Alors, si je prends aussi la paramétrisation de tout à l'heure, on doit avoir la même valeur de la longueur. Donc, c'est pour cela on dit que c'est un invariant géométrique, ça veut dire il est indépendant de la paramétrisation choisie. Quelle que soit la paramétrisation, on aura la même longueur d'arc. Alors, ce résultat, il est donné sous forme de théorème et on doit avoir aussi sa démonstration. Ça veut dire qu'on va choisir deux paramétrisations différentes pour avoir la même valeur ou bien la même chose. Donc, en développant les calculs nécessaires. Théorème. Alors, la longueur
d'un arc est un invariant géométrique. Est un invariant géométrique. C'est-à-dire, il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Alors, démonstration. Donc, un arc présenté par AB, F et CD, G. Ça veut dire que vous avez deux chemins, deux paramétrisations. Non, voilà, je vais écrire soit gamma, un arc représenté par représenté par AB, F et le chemin CD, ou bien la paramétrisation CDG, le chemin, la courbe paramétrique définie par CD et J. On a L gamma est égal l'intégrale de AB F prime T dt. Alors, comme les deux courbes ou bien les deux chemins représentent le même arc géométrique, donc ça veut dire qu'il existe un certain θ, un changement de paramètre qui est C cas difféomorphisme tel que F est égal à 0 θ. Donc, il existe, ça veut dire que les deux courbes que nous avons, ce sont deux courbes qui sont C cas équivalentes. Donc, il existe θ défini de AB à valeur dans CD, C cas difféomorphisme tel que F est égal, j'écris là, F est égal G rho θ. Alors, donc on dérive F' de T, F de T. Donc, on va avoir la chose suivante. Alors, F' de T, en utilisant la dérivée de composante de G et θ, donc c'est G' θ de T, θ' de T. Donc, par passage à la norme, on a donc, la norme de F' de T est égale à la norme de G' θ de T, θ' de T.
Alors, maintenant, on va discuter les cas. Il faut discuter le cas. Vous avez deux cas maintenant de figure. Soit θ prime de t prend en valeur absolue prend la valeur de θ prime de t, soit elle prend la valeur, l'inverse de la valeur. Donc, c'est θ, selon si θ est croissant ou bien un θ qui est décroissant. On va discuter les deux cas. Donc, si θ est croissant, alors θ prime de t en valeur absolue est égal à θ prime de t, donc rien n'est changé. Et nous avons θ de A garde la valeur C et θ de B prend la valeur, ça veut dire l'image de B par θ prend la valeur D. Il s'ensuit donc, il s'ensuit que l'intégrale de AB de la norme f' de t, dt, il est égal à l'intégrale de AB et je remplace par g' de θ de t, valeur absolue de θ' de t, dt. Oui, je fais comment? Donc, ceci égale à quoi? Donc, c'est avant de passer à... Voilà, c'est égal à ça. Donc, je donne à S, donc je prends θ de t comme une nouvelle paramétrie, une nouvelle variable. Donc, je dois la nommer par S ou bien la noter par S. Donc, vous aurez l'intégrale de AB, G' de S en norme, fois G, fois D de S. D de S. Donc, ceci égale l'intégrale à la place de A, donc c'est θ de A, θ de B à la place de B, et nous avons la norme de G' S ds. Ceci égale l'intégrale de CD G' de S. Donc, c'est aussi la longueur d'arc définie par S. Par G, pardon. Donc, pareil pour voilà, le deuxième cas. Je vais étudier quand même si θ est décroissant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout simplement, donc on va utiliser la formule de la dérivation de tout à l'heure et le passage à la norme. Alors, θ' de t doit être égal à moins θ' de t, ça veut dire que je l'ai donné par l'inverse, l'opposé de θ' de t. Maintenant, puisque θ est croissant, donc j'imagine que θ de A est égal à D et θ de B doit être égal à C. Il s'ensuit la chose suivante. Donc, l'intégrale de AB, l'intégrale de A à B de f' t dt égale moins l'intégrale θ1 θ de B G' θ de t au nord avec la valeur absolue de θ' t dt. Ceci est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale. Donc, je vais faire inverser les valeurs parce que soit j'inverse dès le départ, soit je laisse
après. Donc, vous avez déjà moins, je peux passer à du born de l'intégrale. Donc, j'aurai ici θ b, θ a. Et quand j'ai pris, parce qu'on a pris comme changement de paramètre θ d, donc j'aurai G prime S, c'est le changement de paramètre que j'ai, qui est égal à θ de t, ds. Alors, comme θ, on a dit que θ, il est décroissant, donc θ b est égal à c, et θ a est égal à d, et hop, on a le résultat, G prime de S, ds. Ça veut dire que la longueur se tient, soit en calculant via la paramétrisation F, soit en calculant via la paramétrisation G. Alors, nous avons une autre propriété, alors qui permet en fait de voir un petit peu la linéarisation de gamma, de la longueur d'un arc. Ça veut dire si vous avez deux ces arcs de gamma, gamma 1 et gamma 2, donc L de gamma, c'est la somme de longueur de gamma 1 plus la longueur de gamma 2. Je vais écrire ça. Donc, vous avez la proposition suivante, soit gamma, un arc géométrique défini par F, AB, valeur dans Rn, et C appartient à AB, donc soit gamma 1 respectivement gamma 2, respectivement gamma 2, le sous-arc de gamma, le sous-arc de gamma, défini par la restriction de F à AC respectivement CD, on définit par la restriction de F à AC. Sauf que vous devez faire attention. Donc, remarquez que vous avez les gamma 1, les gamma 2 sont définis par des restrictions qui est plus ou moins liées dans une, des restrictions de F à AC, et l'autre c'est CD. Ça veut dire, alors, vous avez AC qui est en commun. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire, on n'a pas c'est quoi la relation de Chasles? Elle est obtenue tout à fait donc, c'est en utilisant la relation de Chasles. Respectivement, CD, CB, pardon. Alors, L de gamma, c'est L de gamma 1 plus L de gamma 2. Et voilà. Vous savez, je peux noter. Voilà, donc.